Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette seconde journée des rencontres du tourisme de Bretagne et pour cette table ronde placée sous le signe du nautisme et de la performance touristique durable. Nous entendrons les témoignages de Tom Daune, délégué général de l'école de voile des Glénans. Bonjour. Mathieu Tréguet, directeur des centres de glisse de Santec et de l'île de Bas, qui font partie du groupe Rêve de mer. Bonjour. Bonjour. Et Virginie Gendreau, responsable tourisme de la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Alors Virginie, on va commencer cette discussion ensemble, puisque vous avez rejoint en 2017 la communauté de communes, donc ACTA, et vous avez notamment créé un réseau d'entreprises locales, 70 je crois, autour du nautisme. Et justement, a priori, ces structures sont de plus en plus demandeuses, viennent vous voir pour essayer d'être plus éco-responsables. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est lié peut-être au boom de la fréquentation l'été dernier qui a éveillé les consciences? Oui, donc on anime un réseau de structures nautiques, 76 exactement, sur notre territoire qui est très nautique. Et c'est vrai que donc, on a créé ce réseau en mars 2018, donc un peu plus de 2 ans. Et c'est un réseau en fait qui regroupe toutes ces structures, parfois associatives, parfois entrepreneuriales, parfois des toutes petites entreprises, micro-entreprises. Et donc on se réunit régulièrement. Et alors sous forme d'apéro, sous forme de réunion, voilà, c'est assez informel. Et lors de ces échanges, les entreprises, et en particulier après la saison 2020, nous ont fait part de leurs nouveaux besoins. Jusqu'à présent, c'était aidez-nous à nous rendre visibles, à faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui pratiquent le loisir nautique. Et depuis l'été dernier, j'ai été un petit peu surprise, mais la moitié nous ont demandé de travailler sur la transition écologique. C'est vrai que notre territoire a été submergé l'été dernier, pas seulement par les touristes aussi, beaucoup par les habitants, les locaux. Et donc très vite, les acteurs nautiques ont été confrontés à des comportements assez problématiques pour leur activité. Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être en quelques mots les effets sur l'environnement de ce boom d'activité? Qu'est-ce que les prestataires nautiques ont constaté très concrètement? Oui, alors un des exemples que je vous donnais et qu'on évoque souvent entre nous, c'est le nettoyage des combinaisons, des combis avec tous les protocoles sanitaires mis en place depuis l'été dernier pour leur permettre la réouverture, qu'il s'agisse du kite, de la voile légère, etc., ou même le surf. Il y a un nettoyage obligatoire du matériel, il y a la gestion des groupes qui est compliquée, et notamment le ruissellement de l'eau de rinçage dans le sable, vraiment leur posait problème. Donc même eux, parfois, se refusaient à réouvrir par peur de polluer ou de jeter des eaux sales dans la mer ou dans le sable. Oui, parce que ce sont des acteurs qui, j'imagine, de toute façon, sont déjà assez sensibilisés à la cause écologique de par leur activité et leur rapport à la mer. Oui, tous sont des pratiquants de kite, de surf, de voile, de plaisance, de kayak, de paddle. Donc forcément, ils consomment notre territoire et notre bassin de navigation. Donc c'est les premiers consommateurs et les premiers, on va dire, personnes sensibilisées à la préservation de leur terrain de jeu et de leur terrain aussi de pratique professionnelle. Oui, bien sûr. Mathieu, Tom, est-ce que vous confirmez cette sensibilité, j'allais dire presque naturelle, chez les prestataires nautiques? Oui, comme vient de le dire Virginie, c'est notre terrain de jeu à la fois pour le loisir, mais surtout professionnellement. Donc on a cette sensibilité particulière et cet intérêt à préserver notre outil de travail, tout simplement. C'est vrai que les combinaisons, nous aussi, ça nous a interrogés sur l'île de Bas. Donc on a testé un nouveau fonctionnement parce que ça nous a interrogés à la fois au niveau développement durable, mais aussi à la fois au niveau logistique, de devoir tous les jours procéder à ces protocoles sanitaires. Donc nous, on a fait le choix de mettre en place un nouveau produit avec une location de combinaison obligatoire à la semaine, à un tarif de 10 € par personne. Et au final, l'effet induit, c'est qu'on a créé un besoin
C'est-à-dire que même des gens qui ne prenaient pas de stage sont venus chez nous pour louer des combinaisons. Les pratiquants ont trouvé ça super. On est en Bretagne Nord, l'eau est quand même assez fraîche, même en été. Et d'avoir la combinaison à la semaine, même pour aller à la plage, etc., ça a énormément plu. Et on a aussi gagné en temps de pratique, parce que le pratiquant est arrivé changé. Quand on est sur un petit territoire comme l'île de Bas, on vient à vélo, on vient à pied. Donc on a vraiment gagné du temps, nous, pour le personnel, gagné du temps de pratique et créé une satisfaction à tel point qu'à la fin des stages, notre clientèle nous a dit « mais vous le referez quand il n'y aura plus le Covid ?» Donc oui, on va le refaire. Et donc voilà, on a gagné du temps de pratique, du temps de travail et en plus une satisfaction client. Donc voilà. Parfait. Tom ? Ce qu'on constate, c'est que évidemment, on est dans un milieu naturel, on est dans un milieu ouvert, donc c'est un média, je pense, qui est particulièrement puissant sur la question de la transition. C'est aussi un espace de liberté. La mer, ça reste un énorme espace de liberté qui finalement repose sur la prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en mer sans intégrer un certain nombre de facteurs qui sont la météo, la marée, etc. Et finalement, le facteur environnemental devient petit à petit un facteur qui est à prendre en compte dans la façon dont on navigue, dont on devient acteur de la mer, la façon dont on va mouiller demain quand on est en plaisance, la façon dont on va effectivement gérer son approvisionnement, ses déchets, son énergie, etc. Donc oui, je pense que c'est un lieu comme tous les lieux ouverts et naturels qui interrogent, et c'est aussi un fabuleux média pour derrière accentuer la prise en conscience, en faire vraiment un outil pédagogique. Donc je pense qu'il y a aussi tout un discours derrière quand même à porter, c'est pas de fait. Oui, cette prise de conscience, finalement, elle n'est pas acquise. Peut-être même qu'elle est assez récente, y compris chez ces acteurs-là. En tout cas, les enjeux environnementaux prennent de l'importance dans la pratique. Je pense qu'il y a une question générationnelle aussi. Voilà, ça devient une vraie question de société. Et puis on voit une émergence de cette préoccupation avec une nouvelle génération qui arrive aussi. Donc c'est pas nouveau, mais c'est évidemment une dynamique qui se renforce avec des attentes qui sont fortes. Et puis voilà, on est aussi exposés, c'est-à-dire qu'on est les premiers à voir les choses changer. Le trait de côte est en train de changer. Nous, au Glénan, sur l'archipel, par exemple, on est confrontés très concrètement à la montée des eaux. C'est le cas aussi sur l'île d'Arc, dans le golfe du Morbihan. Donc, je veux dire, même sur la logique de transmission, et de transmission, y compris d'un patrimoine matériel, physique à des générations futures, il y a une vraie question qui existe autour de ça. Donc, à un moment, comment on laisse ces milieux ouverts ? Ils ont toujours été occupés par l'homme. Comment on en fait des lieux d'apprentissage, d'émancipation, de citoyenneté ? Et puis, comment on en fait des lieux de responsabilité pour que cette occupation, elle soit pérenne, elle soit durable et elle s'inscrive aussi dans une logique de transmission et de conservation. Ça, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Alors Virginie, justement, vous avez lancé une formation qui s'appelle Pamela, moi j'aime beaucoup ce nom, pour Parlons le même langage, qui s'adresse aux prestataires nautiques. Alors l'objectif premier était, je crois, on le disait tout à l'heure, de leur permettre de gagner donc, en visibilité, mais vous y avez intégré du coup récemment un volet durable suite à leur demande. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est 3 ans de travail. Pamela, c'est Parlons le même langage, c'est faire en sorte que les acteurs du tourisme, dont les offices du tourisme et les hébergeurs touristiques, vendent mieux le nautisme auprès de leur clientèle, mais également que les nautiques arrivent à mieux accrocher la clientèle touristique pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, Parlons le même langage, c'est vraiment des vases communicants tourisme-nautisme. Et dedans, en effet, on a intégré un volet environnemental à leur demande. Voilà, donc concrètement, c'est comment sensibiliser mes clients. Là, on a une demande très forte qu'on a intégrée dans le module sur comment sensibiliser mes clients. J'ai l'exemple notamment d'un prestataire nautique de location, enfin skipper, et qui loue également des semi-rigides l'été et qui envoyait ses clients à Watt. Donc Watt, il faut savoir que c'est parfois 400 à 500 bateaux en mouillage. Donc c'est juste impressionnant. Et même lui, alors que c'est son gagne-pain, est venu me voir, il m'a dit, mais en fait, je culpabilise même de donner les clés et de laisser les clients aller à Watt, quoi, tellement. Donc comment on peut faire pour justement les sensibiliser ? Donc aidez-nous à nous former pour mieux leur parler, mieux les conseiller, sans les rebuter, sans avoir un discours rébarbatif. C'est vraiment dans l'approche pédagogique, c'est comment on délivre des messages positifs pour faire changer les mentalités et surtout les sensibiliser sur cet espace fragile qui est notre environnement. Donc oui, une formation qui a commencé le mois dernier, avec donc une soixantaine d'acteurs formés sur 6 sessions.
Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, il y a peut-être un besoin de formation ou en tout cas d'information. Je reviens par exemple sur le petit exemple qui n'est pas si petit que ça, du lavage des combinaisons dans le cadre des contraintes sanitaires. Est-ce que les prestataires sont accompagnés là-dessus par exemple? Est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'était ce produit concrètement, comment l'utiliser? En fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont plusieurs sons de cloche. Et ils ne savent pas toujours à quel sein se vouer. Parfois, il y a des vendeurs de marques, parfois, il y a des fédérations. Parfois, Donc, en fait, il y a plein de personnes qui prennent la parole sur ces sujets sans forcément avoir parfois de vision adaptée à la pratique. Parce que quand on parle nautisme, on parle de kite, de surf, de plaisance. En fait, on parle de plein de métiers différents et avec des contraintes différentes. Donc, parfois, ils sont un peu démunis sur OK, j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Mais est-ce qu'il y a par exemple des formations au sein de la Fédération française de voile sur la pratique durable? Alors, nous, ça ne nous a pas posé de problème, puisqu'on les désinfectait déjà avec un produit qui s'appelle le Bacterless. On a simplement remis les procédures bien en place et dans tous les centres nautiques, on a beau utiliser ce produit, mais on laisse pas forcément tremper la combinaison pendant 10 minutes. Donc, on a simplement eu besoin de resensibiliser le personnel pour que les temps d'utilisation des produits soient utilisés correctement. Mais ça ne nous a pas posé plus de problèmes que ça. Non, une fois qu'on avait mis en place le produit que j'ai expliqué tout à l'heure, la saison s'est déroulée, on va dire, normalement, avec simplement, voilà, comme j'ai dit, remettre la procédure. Mais comme on la faisait que le vendredi avec ce système de location de combinaison, on a pu aussi allouer une ressource personnelle sur un temps bien précis, donc beaucoup plus simple. Très bien. Alors, l'un des enjeux pour les prestataires nautiques est évidemment de concilier économie, environnement et social. Vous, Tom O'Glénan, finalement, vous avez une performance économique assumée. Comment est-ce que vous la mettez au service d'une performance qui soit aussi environnementale et sociale? Parce que c'est aussi notre raison d'être. C'est l'objet social de cette association depuis plus de 70 ans, de travailler d'abord effectivement sur des marqueurs sociaux à travers l'accessibilité à la mer, et puis effectivement sur la transition énergétique. Aujourd'hui, on gère un certain nombre de sites. L'île de Pinfred, par exemple, sur l'archipel de Glénan, dont l'association est propriétaire d'une grande partie de l'île, est le plus gros site isolé en France. Donc en France, c'est le plus gros site qui fonctionne en toute complète autonomie sur des logiques de production d'électricité, sur des logiques de stockage, de production d'eau, de traitement, d'assainissement, etc. Donc cet engagement, il fait partie de notre fonctionnement. Après, ce qui est effectivement intéressant, c'est de se poser la question de l'impact social. On s'était rendu compte, par exemple, sur cette question de la connaissance de l'environnement marin, que culturellement, elle était très forte au sein de notre association dans les années 60, on le retrouve dans les publications, et puis qu'elle s'était délitée. Elle avait quasiment disparu, ou en tous les cas, elle était plus collective. Et puis, on a réinvesti en 2014, en 2015, on a fait rentrer des ressources qui portent aujourd'hui cette compétence, une docteure en écologie, quelqu'un qui travaille sur le développement durable, vraiment pour se réapproprier une compétence collective et faire en sorte que, finalement, la formation à l'environnement de chaque stagiaire qui va passer au Glénan soit aussi importante qu'un apprentissage plus technique. Donc c'est en ça où, derrière, effectivement, ça nécessite de faire vivre deux modèles. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir un modèle d'exploitation qui soit rentable et qui permette de mettre en place cette innovation sociale. C'est-à-dire qu'il faut faire partir des projets, un peu sur un mode entrepreneurial, un peu sur un mode de start-up, sur ces projets qui sont, on va dire, en phase de croissance. On a forcément des projets qui vont péricliter. Donc finalement, oui, cette performance économique, elle est assumée d'un point de vue de l'exploitation parce qu'elle n'est pas une fin en soi. Elle est la condition nécessaire à la pertinence de notre objet social. Elle nous permet d'investir sur des projets, que ce soit, ça peut être un partenariat avec le réseau d'éducation prioritaire, avec le Secours populaire français, ça va être l'éducation à l'environnement, ça va être le sport santé bien-être avec le CHU de Quimper, ça va être voilà, des programmes, mais qui nécessitent quand même à un moment des fonds et donc qui nécessitent que l'exploitation soit en bonne santé. Alors justement, quel modèle économique est-ce que vous explorez ? Quel modèle économique sur ces projets impact ? Oui. Est-ce que tout est réinvesti par ailleurs ? Oui, nous, tout est réinvesti. C'est-à-dire que nos résultats partent en réserve et sont réinvestis. Alors, ce qui est relativement simple, nous, on est une petite structure. Les Glénans, c'est 70 salariés.
une centaine de TP avec les saisonniers, on arrive assez facilement à initier des petits projets. Enfin, des petits projets. En tous les cas, des projets à impact se mettent en place assez facilement. Ils ont un premier mode de vie où ils sont financés par l'exploitation. Et puis derrière, on essaye de trouver des modes de financement hybrides sur le sport santé bien-être. Ça peut être de discuter avec des mutuelles, par exemple. Ça peut être... voilà. Et on a monté un outil qui est un fonds de dotation, qui a pour vocation d'aller collecter des fonds pour justement renforcer un certain nombre de projets à impact à partir du moment où ils arrivent dans une phase de maturité et où on veut les faire perdurer. Typiquement, sur le réseau d'éducation prioritaire, voilà, on a un prix de journée qui est bas pour permettre d'accueillir le plus de monde possible. À partir d'un certain seuil de 2000 journées, il faut évidemment qu'il y ait d'autres systèmes de financement qui puissent venir permettre de pérenniser l'action. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on le voit, l'éducation fait partie des leviers importants pour développer une pratique et un modèle durable. Finalement, vos sites sont un petit peu des laboratoires à ciel ouvert et aussi des lieux d'éducation. Mathieu Tréguier, vous êtes directeur de centre pour le groupe Rêve de Mer, qui est un acteur du tourisme social qui accueille justement des scolaires notamment, et des colonies de vacances. Donc cet enjeu autour de l'éducation, je pense que vous le connaissez bien. Partage. Voilà. Et vous avez par ailleurs obtenu l'écolabel pour le site de Santec que vous dirigez et pour 3 autres sites du groupe. Tout à fait. C'est ça. Et vous auriez dû enchaîner avec l'île de Bas. Finalement, ça a été un petit peu, je crois, mis entre parenthèses. Avec la période difficile qu'on connaît liée à la crise sanitaire, mais c'est vraiment mis entre parenthèses, ce n'est pas un projet qui est mis dans les cartons. Effectivement, l'écolabel est arrivé via un appel à projet de la région Bretagne en 2012, de mémoire. Nous sommes à l'époque 3 établissements sur Rêve de Mer, donc le Centre Nature Bon Vent à Santec, la Maison de la Baie à Plonéour 13 et également le Centre du Bali sur l'île Grande, à cette saisie de cet appel à projet pour pouvoir l'obtenir. L'Auberge des Dunes sur le territoire de Virginie a également suivi le pas. Pourquoi on y est allé dans ce projet-là? Puisque déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écolabel européen, nos centres sont de fait classés sous l'hôtellerie-restauration. Donc, entre un hôtel-restaurant et un centre de classe de mer d'éducation à l'environnement, il y a une marche qui est énorme. On ne fait pas le même métier. On s'est posé beaucoup de questions avant d'y aller, au vu des cahiers des charges qu'on a découverts. Finalement, on y est allé parce qu'il y avait une volonté d'être ambitieux sur le sujet, mais également une double volonté d'être cohérent. On s'est rendu compte dans nos établissements à la lecture des cahiers des charges que nos animateurs, que ce soit en découverte du milieu ou que ce soit en pratique nautique, avaient ce rôle d'éducation à l'environnement de fait, mais qu'il n'y avait pas une cohérence avec la gestion de nos hébergements. C'est-à-dire que d'aller faire une pêche à pied, tout simplement, avec des élèves ou des enfants en colonie de vacances, de leur donner les bonnes pratiques, de remettre un caillou, de ne pas trop prélever, d'être pas sur la quantité, mais sur la qualité, de refaire vivre l'écosystème dans un aquarium, de relâcher les animaux à la fin de la semaine. Et à côté, leur donner du micro-beurre, leur donner des goûters individuels, des paquets de chips individuels, des bouteilles d'eau, je peux en donner des exemples. Voilà. Ça, c'était le premier volet, amener de la cohérence. Et aussi de créer du lien dans les équipes. C'est-à-dire que dans nos centres, on a l'équipe hébergement, on a l'équipe animation, et que chacun vit avec ses préoccupations, ce qui est logique. On ne peut pas avoir les mêmes préoccupations entre un personnel d'hébergement et un personnel d'animation, mais de se retrouver autour de la table et de se poser des questions et de travailler ensemble, forcément ça a été porteur. Et on a découvert une 3e chose, c'est qu'aujourd'hui ça nous guide aussi dans nos choix d'investissement. On se pose la question avant de changer des fenêtres, comme on a pu le faire toutes les menuiseries sur le centre Nature Bon Vent à Santec. On regarde le cahier des charges et ça arrive sur des volets roulants électriques mais solaires. Voilà, ce sont plein de petites choses. Avant d'acheter du matériel, on regarde, on en discute ensemble aussi, et ça c'est très très intéressant. C'est devenu vraiment un fil rouge. Je crois que vous avez notamment revisité votre politique alimentaire sur l'île de Bas en circuit court, en tout cas que vous essayez de le faire. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots Oui, bien sûr. Alors, c'est pareil, ça a été mis entre parenthèses. On a attaqué ça à l'hiver 2019-2020. De réécrire déjà une politique alimentaire. Ce qu'il y a de rigolo ou pas, c'est que très vite, on s'est retrouvé confronté à
ce que nous on a appelé un peu des dogmes de la cuisine collective. Ce que je vous disais, c'est que l'entrée plat dessert, par exemple, l'entrée plat dessert aujourd'hui à la maison, qui le fait? Pas grand monde, même au restaurant, on ne prend pas forcément un entrée plat dessert. Par contre, à la cantine, il y a entrée plat dessert, donc au centre de classe de mer, il y a entrée plat dessert. Donc ça a été une des premières réflexions, parce que pour le développement durable, il doit s'articuler forcément autour de la préoccupation de l'environnement, autour de la performance économique, mais également de la performance sociale. Donc travailler sur des produits, on va dire, bruts, ça prend plus de temps. Être sur du circuit court, éventuellement du bio, ça coûte plus cher que l'agriculture traditionnelle. Donc on a commencé à réfléchir à comment pouvoir partir dans cette voie-là, tout en maintenant une performance économique et aussi une performance pour nos salariés, c'est-à-dire que ça ne devienne pas une charge de boulot supplémentaire. On n'aura pas l'adhésion de nos équipes si on leur demande de faire plus. Donc du coup, des petites idées sont arrivées, de peut-être supprimer les entrées le soir, de les céréales, par exemple, le matin, dans tous les centres d'éducation, dans tous les centres d'accueil collectif de mineurs, il y a des céréales. Si on veut passer sur du bio, c'est peut-être en faire un jour sur 2, un jour sur 3. C'est de faire bouger les lignes dans son ensemble. Alors, ce n'est pas abouti. On a hâte que la crise sanitaire soit derrière nous. Et c'est vraiment un des projets numéro 1 sur lesquels on repartira avec l'équipe. Et ça a fait beaucoup de débats, puisque là encore, dans nos premières réunions, il n'y avait pas que l'équipe de cuisine. On a intégré nos animateurs aussi, parce que les animateurs, ils ont le ressenti des enfants, ils ont le ressenti des adultes. Donc, on a même interrogé des clients fidèles, des directeurs de colo, des enseignants sur ces notions d'entrée plat dessert, sur ces notions de céréales le matin. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous choque? Donc voilà, c'est très intéressant. Oui, est-ce que parfois c'est justement difficile de placer le curseur entre préoccupation environnementale et puis le bien-être des salariés? Vous me donniez un exemple intéressant l'autre jour sur les draps, par exemple, les draps jetables. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est intéressant. C'est une réflexion là qui a eu lieu sur l'île de Bas il y a 4-5 ans, avec une grosse difficulté de maintenir notre personnel de ménage année après année, puisque c'est un site qui est sollicitant physiquement, 7 hectares, 5 ou 6 bâtiments. Et quand on a interrogé nos équipes, pourquoi vous ne revenez pas? Quelle est la difficulté? Effectivement, la problématique des draps est apparue parce que le site est grand. Donc, porter des draps, il y a beaucoup d'escaliers. C'est très sollicitant physiquement. Donc, oui, on a fait le choix de passer sur les courts séjours sur des draps jetables et recyclables et recyclés parce qu'il y avait une nécessité de bien-être social. On ne peut pas être toujours du côté, on va dire, environnement, développement durable, si c'est au détriment de nos équipes. Après, on a aussi réfléchi, il n'y a pas de blanchisserie sur l'île de Bas, donc amener des draps sur le continent à chaque fois en blanchisserie, l'empreinte carbone, c'est pas top non plus. Donc ça, c'était le premier axe. Et le deuxième axe, c'est l'achat d'une petite voiturette de golf électrique pour limiter aussi les ports de charge. Et avant, c'était la voiture, on va dire, à énergie fossile qui était utilisée pour porter les draps. Voilà, alors est-ce que c'est pour se donner bonne conscience ou pas? Mais ouais, il faut vraiment prendre en compte aussi le bien-être au travail. Oui, il faut avoir vraiment une approche globale. Virginie, Tom, vous aussi, est-ce que cette question de bien placer le curseur, est-ce que parfois il y a des arbitrages qui sont plus difficiles que d'autres? Je te laisse la parole. On n'est pas tellement confronté à cette problématique, très honnêtement. Alors nous, on a deux grandes communautés. On a tout un fonctionnement qui repose sur une grosse communauté de monitrices et de moniteurs bénévoles, qui sont à peu près 800 par an, et puis cette structure salariée. C'est quand même plutôt un levier de cohérence et d'animation. C'est-à-dire que ça foisonne d'envie au sein de ces communautés sur des propositions. Après, voilà, elles viennent souvent du terrain et c'est souvent des expérimentations qui partent des gens qui font. Donc j'avoue qu'on n'a pas forcément été confronté à ça. Par contre, ce qui reste intéressant, alors effectivement, après il y a des arbitrages parce qu'il y a des choses qu'on aimerait faire et qu'on n'est pas en mesure de faire. Et puis il y a encore, nous on a encore des marges de progrès considérables, mais c'est assez intéressant en termes de dynamique collective et d'inscription aussi sur le sens. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait sens
sens, je crois, aujourd'hui, vraiment pour l'ensemble de la structure et l'ensemble des parties prenantes de la structure, de s'inscrire dans cette démarche, que ce soit effectivement la nourriture, c'est un enjeu qui est fondamental, qui n'est pas simple à gérer en collectivité. Là, je te rejoins complètement. Nous, on n'y est encore pas du tout et on voit que c'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est lié à votre insularité ? Pas que. Alors, l'insularité, elle apporte des contraintes aux îles, parce qu'on a les Glénans, ce n'est pas que l'archipel des Glénans. C'est 6 bases, les Antilles, la Corse, l'Occitanie, et puis 3 bases en Bretagne. Alors, il y a souvent effectivement des sites isolés, parfois insulaires, avec des contraintes logistiques, mais c'est aussi effectivement le coût, et le coût à répercuter. Et puis après, on travaille effectivement de plus en plus en circuit court. Il faut aussi sécuriser des circuits d'approvisionnement avec des volumétries qui peuvent évoluer, qui peuvent être assez significatives à certains moments de la saison. Donc voilà, c'est pas simple de l'inscrire dans la durée. Et ce qui est juste, j'entendais, on remet les projets, c'est un peu la même chose chez nous, c'est-à-dire que c'est aussi malheureusement une des premières variables d'ajustement quand on fait face à une conjoncture qui est un petit peu difficile. Donc voilà, c'est jamais gagné et voilà, faut rien lâcher. Mais en tous les cas, sur l'envie et la dynamique collective, moi je trouve ça assez puissant sur la notion de sens et d'engagement. Ouais, ce que dit Tom est très juste sur la volumétrie. C'est pas simple de travailler en circuit court. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de groupement, on va dire, sur nos producteurs en circuit court. Ne serait-ce que la livraison, on a des producteurs qui ne livrent pas. Donc, si on va aller s'approvisionner, c'est à nous de mettre en place ce système de livraison. Donc, en plus du coût d'achat qui peut être plus cher, et ça, on peut trouver des parades, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en revoyant un peu les fonctionnements. Mais si en plus il faut aller chercher, livrer, voilà, tout ça demande une organisation. Et c'est vrai que peut-être que les collectivités là-dessus pourraient un peu nous aider, mais pas que nous, c'est aussi les producteurs, et de travailler ensemble, ça serait super intéressant. Je rebondis du coup par rapport aux deux témoignages, c'est qu'en fait la plupart, alors il y a des grosses structures, finalement Rêve de mer, les Glénans, c'est quand même dans le milieu du nautisme des grosses structures comme les compagnies des ports du Morbihan, la Célor, c'est des grosses structures où il y a des gens qui ont du temps pour optimiser les process, pour travailler sur la performance énergétique, sociale, économique. Mais 90% du tissu économique nautique, c'est de la toute petite entreprise avec 3 salariés qui sont au four au moulin, qui à la fois font la compta, la com, les cours, l'entretien du matériel, la gestion des stocks. Donc en fait, ils n'ont pas le temps, ils ont envie, mais ils n'ont matériellement pas le temps de travailler à toute cette performance, à cette transition énergétique. Donc il y a quand même, on voit, il y a une dynamique collective, il y a une envie, c'est générationnel comme tu dis, mais par contre ils sont confrontés à un manque de moyens humains et de temps. Et c'est vrai qu'ils se retournent, mais c'est très récent, ils se retournent vers nous, acteurs publics, parce que aussi on a créé cette dynamique locale autour du nautisme. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est au four et au moulin de travailler sur du développement, des perspectives. C'est pas, ils ont envie, mais ils ont matériellement, franchement, pas le temps. Oui, c'est ça. Finalement, ça pose la question de savoir est-ce que les prestataires nautiques, dans leur ensemble, donc on le disait, sont plutôt des petites structures. Est-ce qu'ils ont les moyens finalement de cette durabilité, Tom Doan ? Est-ce que vous avez le sentiment que les collectivités les accompagnent ? Alors là, je ne me prononcerai pas. Je ne suis pas confronté, mais c'est évidemment plus complexe. C'est évidemment plus complexe. Mais ne vivant pas la situation, Vous avez une indépendance aussi financière qui vous permet. Oui. Alors après, on n'est pas seul. Et justement, on souhaite, et depuis maintenant une grosse dizaine d'années, on multiplie les partenariats avec effectivement des collectivités, d'autres associations, d'autres structures pour essayer de... On est finalement un peu dans le domaine du bien commun quand même. Donc à un moment, c'est comment on arrive tous à contribuer à quelque chose qui est vertueux, qui amène du sens et qui ne peut pas se limiter à des intérêts individuels, l'individu étant considéré comme une structure. Donc là-dessus, je pense que il y a une vraie envie de mutualisation, et puis c'est ce qui se passe, et puis qu'on avance quand même beaucoup plus vite quand on va chercher des compétences et de l'expertise ailleurs. Après, c'est vrai que les partenariats sur une structure comme les Glénans sont plutôt faits avec des structures où il y a aussi cette réserve en termes de personnel et de ressources pour construire, animer ces partenariats, ce qui est certainement beaucoup plus difficile dans une petite entreprise. Après, on parlait de partenariat, il y a public-privé. En fait, le public n'est qu'un facilitateur. En fait, je ne pense pas que les acteurs publics
public ait vocation à donner des leçons de morale ou à accompagner, mais en tout cas à mettre en contact. Nous, je sais que localement, on a des acteurs nautiques, on a même des hébergeurs qui ont des bonnes pratiques, qui ont des bonnes idées. Et du coup, en fait, notre rôle est plutôt de mettre en relation ces gens qui ont de bonnes idées pour faciliter les circuits courts. Il y a plein d'idées en fait qui sont sur le terrain, mais comme les nautiques ne se rencontrent pas, parce que voilà, donc nous, notre rôle, c'est de les mettre en contact. Et entre autres, mais la mise en contact est finalement parfois une idée simple de mise en œuvre qui a été mise en place à 2 km peut être mise en place dans une autre structure. Donc c'est aussi, les acteurs publics, c'est pas seulement des donneurs de leçons ou des grands discours, c'est aussi des choses très concrètes de mise en contact entre privés. Après, il faut pas. On a aussi de belles découvertes quand on se tourne vers des circuits courts et des producteurs locaux. Tout n'est pas négatif. Moi, j'ai une toute petite anecdote là-dessus sur un fournisseur de yaourt à Guerlesquin, à côté de Morlaix, qui livre qu'on saute 5 litres. Et nous, on s'est tout de suite posé la question. À Poulille-de-Bas, c'est bon, 5 litres, vu le volume, c'est bon. Par contre, Santec, un plus petit établissement. Et là, le producteur nous dit, mais si je peux mettre 5 litres, je peux en mettre que 3 litres. Je ne suis pas Danone, qui nous a répondu, par exemple. Donc, il y a aussi, il n'y a pas que du négatif et que de la difficulté. Les producteurs sont aussi facilitateurs. Ils ont envie de travailler avec nous. Enfin, nous, on l'a ressenti. On a fait une petite tournée il y a 1 an et demi de 4-5 producteurs dans la région du Léon. On a à chaque fois été très bien accueillis. Et puis, à chaque fois, ils nous ont aidés. On a cherché collectivement des solutions. Et c'est aussi enrichissant. Alors, l'avantage d'être un acteur public, c'est qu'on est dans la transversalité. Et notamment, on a un programme alimentaire. Une collègue s'occupe des circuits courts auprès des restaurants, des hôtels du coin, et à pouvoir modéliser et apporter au réseau nautique. Donc, en fait, l'avantage aussi des acteurs publics, c'est que finalement, on a une vision assez transversale et assez diverse de plein de métiers, de plein de secteurs. Donc oui, par exemple, on a un programme alimentaire qui va être lancé, qui a été mis aussi entre parenthèses l'année dernière, mais qu'on aimerait développer auprès des acteurs touristiques, dont les nautiques. Alors justement, oui, excusez-moi. Non, je me disais que là où les collectivités publiques et les pouvoirs publics avaient aussi un rôle majeur, c'était aussi sur la politique d'investissement, y compris au profit du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Sur l'archipel de Glénan, il y a un gros chantier de rénovation de Fort Cigogne, donc qui est un bâtiment qui est classé au monument historique. Donc la région est impliquée, la DRAC est impliquée, la commune de Fouesnant évidemment, le conservatoire du littoral. Enfin, voilà, on trouve toute une myriade d'actrices, d'acteurs qui s'impliquent là-dedans, qui vont effectivement du public au privé, avec finalement un cahier des charges, ou en tous les cas une condition sur la rénovation de ce patrimoine qui est le nôtre, qui nous appartient à tous, qui intègre toutes ces problématiques énergétiques sur un site qui multiplie les contraintes, zone Natura 2000, site isolé, etc. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que ça permet aussi de lancer des dynamiques avec le concours des collectivités et de l'État pour quand même être en mesure de rénover ce patrimoine, de proposer des infrastructures qui soient aussi en cohérence par rapport à ce qu'on fait. Et je pense que là, il y a quand même un rôle important à jouer. Il y a quand même des signaux forts qui sont envoyés. Alors justement, on parle de rénovation du patrimoine. Mathieu Tréguier, je pense que c'est aussi un enjeu que vous rencontrez, vous, avec vos centres d'hébergement, et plus largement, en fait, le tourisme socio-éducatif est confronté aujourd'hui à cet enjeu de rénovation de ces structures qui sont un petit peu vieillissantes et qui parfois, en fait, connaissent des changements d'affectation. Ce n'est pas rare. C'est pas rare. C'est vrai que sur le site de l'Île-de-Bas, on a déjà attaqué, on a fait 2 tranches de travaux déjà. Il y en aurait une 3e, voire une 4e à faire, puisque nous aussi, on est dans une phase de transition. Aujourd'hui, nos établissements ne travaillaient que sur du socio-éducatif. Je ne vais pas dire que c'est du suicide, mais on a besoin d'une diversification de clientèle. Alors, on entend dire il faut passer, justement, aller au-delà du socio-éducatif. Déjà, le socio-éducatif reste important, déjà historiquement, dans nos établissements. Nos établissements ont été construits pour cette destination-là, donc il faut le maintenir. Après certaines périodes, à part des scolaires, personne ne viendra sur nos établissements, et ça, faut surtout pas l'oublier dans la transition et la recherche de nouvelles clientèles. C'est vrai qu'à l'Île-de-Bas, on a fait le choix de garder le socio-éducatif, mais de développer énormément d'autres clientèles. Aujourd'hui, on fait des mariages, on fait des séminaires et des grosses prestations.
et tout géré en régie interne, jusqu'à la restauration et le service. Mais on a besoin de mettre à niveau nos établissements. Je dis souvent, si je prends mon établissement à l'Île-de-Bas et que je le mets de l'autre côté à Roscoff, je ne fais pas un séminaire, je ne fais pas un mariage. Aujourd'hui, c'est l'insularité, c'est l'originalité, l'insolite qui fait qu'on arrive à relancer cet établissement et à aller diversifier nos clientèles. Aujourd'hui, je pense que nos établissements qui sont, oui, vieillissants, hein, qui datent des années 60, 70 pour la plupart, ont besoin de ce coup de neuf, une remise à niveau des standards, on va dire, plus proche de l'hôtellerie, hein, ne nous en cachons pas. Mais c'est bénéfique pour tout le monde parce que ça veut dire que les enfants vont aussi profiter d'établissements rénovés. Maintenant, c'est vrai que la crise sanitaire nous met un fort coup, un coup de frein dans tous les projets. On a parlé tout à l'heure de l'alimentaire, mais aussi de la rénovation. Mais c'est un enjeu majeur, à la fois économiquement, à la fois sur le développement durable, puisque nos établissements, quand ils sont construits dans les années 60-70, on n'a pas les mêmes performances énergétiques qu'on attend aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est un cercle vertueux qu'il va falloir réussir à relancer après cette crise. Mais est-ce que vous pensez que vous avez votre chance face aux promoteurs privés qui, justement, sûrement ont les yeux rivés sur ces emplacements très convoités? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique derrière de maintenir aujourd'hui ce patrimoine, par exemple? J'ai envie de dire, je pense et j'espère. On voit bien le bénéfice tiré de ces séjours d'éducation, quels qu'ils soient. On parle de classe de mer, mais de classe de neige. On peut aller sur toutes les thématiques. Le vivre ensemble, le faire ensemble. On voit des choses qui se passent sur nos établissements quand on accueille des enfants tout au cours de la semaine. Pour la plupart du temps, c'est la première fois qu'ils font leur lit, c'est la première fois qu'ils nettoient une table. Ça paraît tout bébête, mais c'est un bien collectif aussi, un enjeu sociétal pour que nos petites chères têtes blondes puissent accéder à l'autonomie. Donc oui, je pense, mais après, effectivement, j'imagine on le sait, que des sites, on est sur des situations privilégiées, peuvent attirer des promoteurs. Et c'est un des projets de Rêve de Mer, de reprendre des établissements en difficulté pour qu'ils ne changent pas de destination et que ça reste du socio-éducatif, bien qu'on soit passé en société il y a bientôt maintenant 10 ans. L'objectif reste le même. Nous accueillons toujours 65% de séjours à destination socio-éducative. Je dis souvent qu'un centre de classe de mer à 10 km de la mer et prendre le bus pour aller faire de la voile, une activité nautique ou une pêche à pied, ça n'a plus aucun sens. Donc, ouais, je pense qu'on a besoin. Et puis la région Bretagne est une terre socio-éducative et de classe de mer et de nautisme. Et on doit se battre ensemble avec les pouvoirs publics, comme disait Tom tout à l'heure, c'est tous ensemble qu'on arrivera à maintenir ce patrimoine immobilier et ce patrimoine éducatif, ce patrimoine social, j'ai envie de dire. On est souvent le premier employeur des communes sur lesquelles on est implanté, c'est pas rien non plus. Très bien. Alors, des moyens, il y en a quand même. D'ailleurs, Virginie, vous avez positionné ACTA sur le fonds tourisme durable qui est mis en place dans le cadre du plan national France Relance. Qu'est-ce que vous en attendez ? Il y a une forte volonté politique, pour reprendre les propos de Tom et Mathieu. Et du coup, parfois, on a besoin aussi de l'appui de la région et de l'État pour nous aider à trouver les outils. Parce qu'en fait, il y a la fameuse loi NOTRe qui va définir en fait les compétences de chaque acteur, donc que ce soit régional, national, départemental et local. Et donc nous, on ne peut pas tout faire. Donc c'est vrai que de s'appuyer sur ce plan relance tourisme durable France qui descend au niveau régional et qui donc pourrait descendre au niveau local, ça nous a intéressé de nous positionner pour justement répondre à la demande des professionnels. Ce plan relance tourisme durable, il est extrêmement concret, donc je l'aime bien. Il n'est pas sur des sommes extraordinaires et des choses compliquées à mettre en œuvre. Il est rapide. Il faut qu'on ait dépensé 2,5 millions d'euros à l'échelle de la Bretagne avant fin juin. Donc c'est extrêmement clair, net, précis. C'est dans la dynamique que l'on connaît tous aujourd'hui. On a besoin d'être réactifs. Donc oui, on a positionné notre territoire pour apporter une aide locale aux acteurs nautiques qui ont besoin en effet de rénover et d'investir, rénover leur établissement, mais surtout d'investir parfois du matériel qui vont permettre de faire des économies d'énergie et donc de réduire leurs factures et donc de réduire leurs charges.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander un petit peu à tous les trois. Quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires de développement en termes durables? Est-ce qu'il y a des projets particulièrement intéressants? Tom, peut-être au Glénan, les derniers développements Alors, il y a pas mal de choses. Il y a effectivement un plan patrimoine qui a été lancé maintenant il y a quelques années. On a commencé en Occitanie et puis là, effectivement, on est sur la Bretagne avec Fort Cigogne, Bananec et puis on s'attaque à Paimpol l'année prochaine. Donc, on a un plan patrimoine qui est important, qui répond aussi à une évolution de l'offre. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer l'offre des Glénans avec... en scindant un petit peu les univers entre l'apprentissage, une partie exploration, donc qui est plutôt de la navigation avec de la destination, et puis le foil qui est arrivé au Glénan depuis quelques années avec une île qui est dédiée aujourd'hui à l'apprentissage du foil. Donc on reste sur le développement de cette offre. On va expérimenter l'externat. Pour la première fois, les Glénans vont expérimenter une offre en externat cet été. Alors, ce ne sera pas en Bretagne, ce sera en Occitanie. On souhaiterait aussi, avec d'autres structures de l'économie sociale, pouvoir développer des modèles d'offres peut-être un peu plus saisonnières, mais qui viendraient justement vraiment jouer le rôle de trait d'union entre la terre et la mer, c'est-à-dire accepter de se déplacer et d'aller finalement là où sont les flux, que ce soit des flux autochtones ou des flux touristiques, et de continuer à jouer effectivement cette mission de trait d'union. Après, sur le projet social, nous, on reste extrêmement mobilisés sur le sport, santé, bien-être. Donc ça, c'est un axe qu'on veut continuer à développer avec pas mal d'établissements. Et le fil rouge de cette année, concernant les Glénans, il est sur la prévention et la lutte contre les agressions sexistes et sexuelles. Donc on en a fait notre fil rouge. Depuis février, l'ensemble des formations de formateurs nationaux, de formatrices régionales ou de monitrices et de moniteurs intègre cette dimension-là. Et l'idée est vraiment de travailler d'une part sur le message, mais aussi sur la prévention et sur l'accompagnement des victimes ou des victimes quand des signalements sont faits. Donc je pense que là-dessus, on a un enjeu qui est aussi assez majeur dans le sport en général, dans le nautisme. Et nous, on a une spécificité forte qui est celle de la croisière. On a 60% de notre activité qui se passe en croisière. On sait que ce sont aussi des espaces sur lesquels il faut être attentif à ces comportements. Donc voilà, nous, aujourd'hui, on a placé le curseur et l'enjeu 2021 sur cette lutte et cette prévention. Oui, je rebondis juste un instant. C'est vrai que le nautisme est encore un sport assez masculin aujourd'hui. Est-ce que vous travaillez justement à essayer de l'ouvrir au public féminin, par exemple les petites filles, on parlait de tourisme socio-éducatif? Est-ce qu'il y a une volonté de l'ouvrir et de... Oui, alors en tous les cas, ça reste un sport assez masculin avec des grandes disparités. Nous, on se rend compte que sur les sites, c'est parfaitement mixte. En croisière, effectivement, plus le niveau monte, moins on a de femmes. Parce qu'il y a un tas de raisons qui sont exogènes, puis il y a un tas de raisons qui font aussi partie de notre fonctionnement et qui sont extrêmement... laisse, je vais wincher... voilà, d'un mec qui dit à une femme, là je vais wincher parce que sous-entendu c'est un peu physique et puis je vais le faire à ta place. Les toilettes qui vont se transformer en zone de stockage, on peut trouver, et puis des choses qui sont plus déplacées que ça, on en trouve aussi. Et ça rejoint aussi la logique, Mathieu parlait tout à l'heure de rénovation, d'attente des clients. Alors chez nous on les appelle des adhérentes et des adhérents, mais effectivement les structures de l'économie sociale des années 50, des années 60, elles n'ont pas forcément été construite sur un modèle d'intimité. Et aujourd'hui, de travailler sur cette intimité, ça ne s'adresse pas aux femmes, c'est pour les femmes, pour les hommes, mais avant d'adresser cette question de l'intimité, je pense qu'elle est essentielle. Donc oui, il y a un certain nombre de choses dans le fonctionnement qu'il faut revoir, et puis dans le message et dans les images qu'on véhicule. C'est-à-dire que l'image dominante en bateau, il faut quand même encore reconnaître, c'est un mec derrière sa barre à roue, et puis une nénette devant avec une amarre qui va sauter sur le ponton, et puis elle a un peu de chance si elle ne se fait pas injurer en sautant sur le ponton. Donc on en est quand même encore là. Donc il y a un certain nombre de choses à déconstruire. Et oui, je pense qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important. Et voilà. Et de faire en sorte que cette pratique-là soit davantage féminisée et de trouver les moyens de voir des femmes s'exprimer, prendre des responsabilités aussi au sein du nautisme. Ouais.
Virginie, vous partagez, vous qui êtes... Alors, à titre professionnel et personnel, nous, on a créé une association de mamans surfeuses pour justement nous permettre, on parlait de soucis, de contraintes, on va dire, exogènes, des contraintes personnelles. Quand on est maman, des jeunes enfants, c'est compliqué de surfer. Donc, on a personnellement créé une association avec des amis et ma sœur, Surfing Mam. Mais sinon, professionnellement, oui, on va essayer de soutenir la féminisation du nautisme, bien que je trouve que c'est dommage de mettre des hommes, des femmes d'un côté, mais par exemple on a soutenu une régate qui s'appelle 50-50 où pour pouvoir régater, alors c'est très convivial, il n'y a aucun challenge sportif, il faut être 50% hommes et 50% de femmes dans l'équipage, donc c'est vraiment comme un acte militant, mais c'est pour en tout cas favoriser cette pratique du nautisme par les femmes que je trouve personnellement et professionnellement intéressante. Mais en effet, il y a des marges de progression. Oui, oui, d'autant qu'il y a un enjeu de façon générale à dédramatiser un petit peu le nautisme, en tout cas à le rendre plus accessible. Je crois que c'est 6%, c'est ça seulement des personnes qui souhaitent s'y Alors mettre. Ça, je le cite souvent. Oui, le chiffre est en effet, on fait souvent la comparaison par rapport à mon métier, par rapport au tourisme, au nautisme, que quand les gens vont à la montagne, 50% des gens qui vont à la montagne pratiquent le ski. Et même quand il y a des contraintes sanitaires, j'étais encore la semaine dernière dans les Pyrénées et j'étais bien frustrée de ne pas pouvoir faire du ski de fond. J'ai fait du ski nordique, donc en fait, les gens qui vont à la montagne pratiquent en fait le ski. En revanche, quand on vient au bord de mer, on a à peu près 50 à 60% des gens qui ont envie, qui sont en séjour, qui ont envie de pratiquer les loisirs nautiques, et seulement 6 à 7% franchissent le pas. Donc il y a un delta. Moi, en tout cas, c'est le fil rouge. C'est mon job. Il est de travailler sur comment on augmente ce pourcentage, comment on passe des gens qui ont envie. Donc il n'y a même pas le... Les gens ont envie, mais c'est compliqué, l'eau est froide. Cette barrière psychologique, voilà. Les appréhensions. Oui, Mathieu, peut-être. Oui, bien sûr, l'enjeu, ça veut dire que déjà, on a un potentiel d'augmentation de nos clients qui sont importants, donc c'est une bonne nouvelle, c'est la première chose. À nous de transformer l'essai. Je pense qu'il faut aussi rénover nos produits. Et des fois, des produits qu'on dit historiques. Moi, je prends l'exemple sur l'île de Bas, le stage 5 demi-journées en voile. On a arrêté. Pourtant, historiquement, on dit voilà, le stage. On n'a pas arrêté le stage, on l'a juste remodelé. Aujourd'hui, on est sur 3 demi-journées, une journée raide. Ça change tout. On bloque pas 5 demi-journées, on amène du sens. Sur la journée raide, aller manger au Château du Taureau, aller manger à l'île de Siec, à Santec, aller d'un point A à un point B. Et on a des clients qui venaient sur le village vacances depuis 20 ans, 30 ans, qui faisaient plus de stage. Et d'un coup, ils sont revenus. Ils sont revenus parce qu'on a redonné du sens à l'activité. Donc ça, c'est important. Le stage char à voile, il faut savoir écouter ces équipes aussi. Le stage char à voile, il y a 2 ans, tous mes moniteurs sont venus me voir en fin d'été et m'ont dit « Mathieu, c'est fini, c'est mort, le produit, il est mort. » Je dis « Non, pas le stage. » Et puis, on a regardé les chiffres. Si, effectivement, depuis 5 ans, ça n'arrêtait pas de baisser. Et on n'a pas fait attention, puisqu'on était rentré dans une routine. C'est le stage char à voile. On a arrêté. On est passé sur des cours à l'heure et demie cette année, en 2020. Et on est reparti en amont. Il y a d'autres activités qui arrivent. On peut parler du foil, mais il y a d'autres activités comme le sauvetage côtier qui arrivent. Donc aujourd'hui, nous, on arrive à le mettre en place dans le cadre des groupes scolaires ou colonies de vacances, mais on n'arrive pas à le mettre en place au niveau du public touristique parce qu'on n'arrive pas à monter le produit, on n'arrive pas à monter le modèle économique. Pourtant, c'est peut-être un axe pour amener sur l'eau dans l'aisance aquatique, dans la coopération. Et l'activité, elle est géniale en termes de citoyenneté. C'est une vraie activité sportive sur le sable, en bord d'eau. Donc, je pense que s'il y a des gens aussi qui ne franchissent pas le pas, il faut regarder les freins. Il y a la peur de l'eau, il y a le froid. Et des activités comme le sauvetage côtier peuvent nous aider. Maintenant, c'est comment on met ça en place, parce qu'il y a un risque financier de mettre un animateur 2 heures par jour pendant tout l'été, et s'il n'y a pas de clients. Enfin, moi, c'est là où on est très craintif. Chaque prise de risque, oui. Pourtant, elle pourrait nous amener peut-être plus de clients derrière. Et puis aussi, pour être capable de dresser ces constats et ensuite de s'engager dans une démarche durable, j'imagine qu'il faut aussi une forme de durabilité dans les équipes, qu'il faut aussi travailler cette durabilité sur le plan social. Pour les petites structures, c'est peut-être acquis, mais pour des plus grandes structures, j'imagine qu'il y a aussi des enjeux.
Alors moi, je n'ai pas à me plaindre sur la partie animation. C'est vrai que ça fait 6-7 ans qu'on a travaillé sur de la formation en contrat de professionnalisation avec Nautisme en Bretagne Formation et que nos équipes sont assez stables. Déjà, j'ai 5 ou 6 animateurs en CDI, donc c'est pas rien. Et même sur les contrats longue durée, jusqu'à là, c'était stable. Maintenant, la crise sanitaire rabat aussi les cartes. Et c'est une grande crainte que j'ai, c'est la perte des talents. Qui se tournent vers d'autres métiers. Là, on s'oriente vers un deuxième printemps, pas d'activité. Donc, ouais, nos moniteurs se posent des questions à partir vers d'autres métiers. Les retrouvera-t-on ? C'est une vraie inquiétude quand on a une équipe solide, comme j'ai la chance d'avoir, et complémentaire. C'est peut-être le stress numéro 1 après la partie économique sur cette crise sanitaire. Cette fuite des talents peut tout mettre par terre. Ouais. Tom Donne, votre équipe de bénévoles, ce sont des vigies Oui, nous, on a plusieurs communautés, c'est-à-dire que, mais finalement, indépendamment du statut, encore une fois, c'est une centaine de TP, donc salariés, et puis ces centaines de monitrices et de moniteurs bénévoles. Au-delà des statuts, la notion d'engagement, elle est déterminante chez nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même un engagement au service d'une association qui a 70 ans d'histoire, qui a un projet auquel on peut adhérer ou pas, mais en général, à partir du moment où on y adhère, on rentre dans cette singularité, il y a quand même une énergie toute particulière qui accompagne cet engagement. Donc nous aujourd'hui, effectivement, c'est un enjeu de faire rester les gens pour pouvoir monter des projets, monter en compétences sur l'ensemble des métiers, que ce soit des métiers opérationnels ou des fonctions support sur le siège. Mais aujourd'hui, c'est pas un écueil auquel on est confronté. Et puis, alors évidemment, le moment est compliqué. Le moment est compliqué pour les équipes, pas tant d'un point de vue. Enfin, il peut être compliqué d'un point de vue économique, mais y compris sur les perspectives et sur les frustrations aussi qui peuvent être engendrées par le moment. Mais ça, on y est toutes et tous confrontés. Mais oui, c'est un enjeu pour nous de faire rester les gens, mais ça se passe plutôt bien. Ouais. Virginie, vous, au sein du réseau d'entreprises, nous, c'est un vrai enjeu. Le recrutement d'une façon générale. Le recrutement saisonnier, on a vu la saison dernière les nautiques et les acteurs touristiques en général, un restaurant, hôtel, attendre avidement l'autorisation de réouvrir. Au moment de réouvrir, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'on a vu des restaurants, enfin, je fais de la petite parenthèse, mais les nautiques, c'est pareil. Et du coup, ils ont compensé, en fait, ils n'ont pas pu recruter. Alors, soit parce qu'ils n'avaient pas de visibilité, soit, en fait, il n'y avait pas leur saisonnier traditionnel. Même ceux qui arrivent à fidéliser d'année en année leurs saisonniers, en fait, quand on a l'info fin juin, les étudiants ou les saisonniers courte durée, ils ont besoin en fait de financer leurs études, donc ils vont finalement s'orienter et chercher un autre job saisonnier. Donc ça a mis en tout cas, alors paradoxalement, la plupart des structures nautiques m'ont dit, au final, on a fait des économies de coûts de structure parce qu'on n'a pas eu d'emploi saisonnier. Alors, par contre, ils ont été lessivés, c'est-à-dire qu'ils ils ont compensé en fait le manque de manœuvres saisonnières. Donc, par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier, nous, on est extrêmement vigilants là pour la saison prochaine. C'est un axe de travail important avec notre équipe et les partenaires, Pôle Emploi, les réseaux d'emploi saisonnier, pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas cette même expérience 2020 qui a été à la fois positive mais négative. Enfin, je sais pas, c'est pas un bilan que négatif, parce qu'il y a eu du coup des économies de manière très triviale, il y a eu des économies de charges, mais par contre très très éprouvant pour les structures. Et quand on parle de pérennité, ils n'ont pas du tout envie de revivre. Oui, ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Et du coup, se retrouver sans manœuvre saisonnier, et sans emploi saisonnier, quand on a enfin l'autorisation de réouvrir, c'est frustrant, quoi. C'est le deuxième effet qui se coule, quoi. Ouais, et il y a une crainte qui arrive aujourd'hui dans les équipes, c'est la peur de reprendre. Et elle est réelle. Par rapport à la fréquentation qui est attendue À de plus avoir travaillé. Quand on n'a pas travaillé pendant tant de temps, moi j'en suis aussi confronté, mais il y a beaucoup de mes équipes, quand j'essaye d'appeler 3-4 salariés toutes les semaines, qui disent mais on va prendre un mur, on a déjà pris un mur l'année dernière, mais là on va en reprendre un autre, comment on va faire ? C'est une vraie inquiétude. Parce qu'il y a le retour d'expérience de l'année dernière en fait. Oui. Et a priori, la saison s'annonce à peu près similaire sur l'attractivité de la Bretagne, sur encore les contraintes de voyage. Donc, on s'attend en effet à avoir une saison un petit peu sportive. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour les questions-réponses, s'il y en a. Alors oui, savez-vous évaluer la résonance touristique des actions EEDD que vous menez, donc environnement, développement durable ? Les familles des enfants qui sont venus en classe de mer viennent-elles en vacances à leur tour ensuite sur le secteur, par exemple ?
Il y a eu une étude il y a quelques années, j'aurais plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que c'était un enfant sur 4 ou 2 sur 3 qui revenait dans les 10 ans, quelque chose comme ça. Alors les chiffres, je les prends à prendre avec des pincettes, mais oui, les enfants reviennent avec leurs parents dans les années suivantes ou reviennent plus tard. Nous, sur l'île de Bas, je veux dire, allez, quinzaine de personnes l'été viennent à l'accueil. Je suis venu il y a 30 ans en colonie. Est-ce que je peux aller refaire le tour de centre? Je pense que tous les directeurs de centres de colonie ou de classes de découverte ont ce genre de témoignage. Très bien. Est-ce que nous avons une autre question? Oui. Quelles sont les aides au renouvellement de la flottille de voiliers traditionnels à usage collectif, propriété d'associations? Alors nous, sur le renouvellement de la flottille, alors on n'a pas de voilier traditionnel. Enfin, on a un bateau Sereine qui est classé, mais sinon ce sont des bateaux de plaisance très récents. Ça, c'est porté par l'exploitation, cette logique-là. Là, on va davantage pouvoir trouver des aides et où on trouve que ça a davantage de cohérence, ça va être effectivement sur la rénovation du patrimoine et du patrimoine bâti en particulier. Mais sur les flottilles, aujourd'hui, non. Ça ne vous concerne pas? Non, je sais qu'il y a des aides régionales qui existent. D'accord. Moi, souvent, j'ai des demandes. Et donc, du coup, je renvoie vers le service de la région qui est concerné par ces aides régionales. Très bien, merci beaucoup. Alors, quel est l'état d'avancement du projet alimentaire de la communauté de communes ACTA et le lien avec le tourisme local? La cible est-elle les touristes et ou les établissements nautiques? Alors, le projet alimentaire, il était bien avancé. On avait référencé en fait les producteurs locaux qui étaient partants. Et puis aussi, on parlait de volume. On parlait du producteur de yaourt local qui pouvait produire que 5 litres de yaourt par jour. En fait, il y a eu tout un important travail d'inventaire des producteurs locaux, savoir ce qu'ils ont envie. On a eu une énorme enquête qui était passionnante, qui a aussi un impact sur ma consommation personnelle. Sur toute la population locale, on a 90 000 habitants sur notre zone. Et donc, il y a eu une importante enquête avec une belle participation des habitants sur justement quelles sont leurs attentes aussi par rapport à ce programme de produits alimentaires. On a interrogé les maires aussi, on a 24 maires, sur les cantines scolaires. Comment on peut fournir les cantines scolaires avec des producteurs locaux? Donc, ça a été un an et demi de travail par ma collègue Nadège, que je salue. Et donc là, le Covid, élection locale, voilà, ça a tout mis entre parenthèses. Ça a été présenté aux élus il y a 2 mois. Ça a été validé à l'unanimité. Donc là, ma collègue y travaille. Donc ça va être la mise en relation entre les producteurs locaux, les communes et les acteurs touristiques et nautiques. On va commencer par les restaurants et ensuite l'ouvrir à tous ceux qui ont envie de rentrer dans la démarche. Donc on espère une mise en œuvre après l'été 2021. Et donc c'est vraiment un projet de territoire là, qui se met en place autour de... Ah oui, pas seulement pour le tourisme, mais c'est vraiment un projet global qui vient d'être voté il y a 2 mois par les nouveaux élus. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va terminer sur cette note. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.